Oké, ik stel voor om terug te beginnen. Ik hoop dat u genoten heeft van de lunch. J'espère que vous avez bien profité du repas de midi. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, il y a des écouteurs dans les accoudoirs. Met op kanaal 1 Nederlands et sur le canal 2, on a la traduction française. Et sur le canal 2, vous avez la traduction en français. Voilà. Oké, dankjewel. Merci pour l'échange de cette matinée avec toutes les présentations. Je pense que c'était très intéressant et nous avons des commentaires et des réactions très positives. Maintenant, petit retour des 4 groupes de travail par les collègues du service de lutte contre la pauvreté. François Demonty pour le premier groupe de travail des primes à la rénovation, Virle Strobans pour les prêts à la rénovation, Mélanie Joseph pour les rénovations groupées et par quartier, et Vincent Lorge pour les communautés coopératives d'énergie. Nous avons développé une méthodique spéciale pour cela. C'est-à-dire, cette main, j'espère que vous pouvez la lire, mais les collègues vont faire un retour moyennant cette main, c'est-à-dire les 5 doigts. Nous trouvons positif pour le pouce. Nous trouvons positif l'index avec une attention sur. Nous attirons l'attention. Et le milieu, nous trouvons négatif l'anneau pour nous proposons, l'annulaire et petit doigt pour désigner quelque chose qui nous titille. Ce qui nous titille, ce sont 5 éléments. Donc, il y aura bien un rapport détaillé parce que nous allons vous envoyer un rapport détaillé de ce séminaire avec tous les échanges qui seront enregistrés en audio et vous pourrez encore les réécouter par la suite. Donc, j'aimerais demander à François. Je pense que c'était d'abord le tour à François pour esquisser les éléments du premier groupe de travail. À la rénovation, ce qui a été pointé par des participants comme étant positif, c'est le fait que les régions, même c'est plutôt quelque chose qui est en cours que quelque chose qui est réellement déjà acté et fait, mais qu'il y a de plus en plus de réflexions pour essayer de rendre certaines primes et certaines aides accessibles aux locataires et non pas uniquement aux propriétaires. Ce qui a attiré l'attention de plusieurs participants au groupe de travail sur les primes à la rénovation, c'est le fait que quand on parle de logement durable, on parle souvent de la durabilité dans des termes très techniques. Donc, est-ce qu'il est bien isolé? Est-ce qu'il y a une bonne chaudière? Est-ce qu'il permet d'avoir des bonnes compétences en termes énergétiques et d'empreinte carbone, par exemple? Mais que pour les personnes en situation de pauvreté, en fait, un logement durable, c'est un logement qu'ils peuvent garder durablement. C'est un logement pour lequel, s'ils sont locataires, eh bien, ils ont un bail solide qui les protège longtemps, où ils ne doivent pas trop souvent déménager. C'est un logement donc qui les sécurise et c'est un logement aussi qui doit être le plus salubre possible et donc pas insalubre, avec pas de problème d'humidité, etc. Donc c'est intéressant aussi de voir ici cette différence qu'on peut voir d'interprétation par rapport au terme même de ce qu'est un logement durable en fonction des points de vue. Alors, qu'est-ce qui a été pointé comme étant négatif par plusieurs participants au premier groupe de travail sur les primes à la rénovation? Ce sont ce qu'on appelle les effets Mathieu. Donc les effets Mathieu, c'est le fait que les personnes les plus aisées, avec le plus de revenus par exemple, ou la plus grande épargne, eh bien, bénéficient souvent encore plus des aides et des droits par rapport aux personnes qui sont moins bien loties en termes de ressources financières. Pour les primes à la rénovation, ça se voit très clairement parce que ce soit le fait d'être propriétaire, qui donne beaucoup plus accès pour l'instant dans les différentes régions aux primes à la rénovation, le fait de disposer de certaines compétences, des compétences linguistiques, le fait d'être capable de comprendre les démarches, d'avoir accès à l'information. Très certainement, en plus, pour tout ce qui est travaux, c'est des choses très techniques, donc il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Et évidemment, toutes les inégalités en termes de préfinancement et les inégalités en termes de disposer ou non d'une épargne qui permet de préfinancer ces travaux quand il n'y a pas de prêt à taux zéro ou de préfinancement qui est prévu par les pouvoirs publics.
Donc ça, c'était vraiment ce qui était pointé comme négatif, les effets Mathieu. Alors des choses qui ont été proposées, il y en a eu pas mal, mais on va revenir ici sur deux choses. Il y a quelque chose vraiment de structurel qui a été pointé, c'est le fait qu'avant même de parler du développement d'habitat durable, eh bien, il faut clairement lutter contre la pénurie de logements décents, et donc il faut structurellement travailler pour augmenter le parc de logements sociaux et de qualité pour tous. Et enfin, qu'est-ce qui a titillé de nombreux participants à ce groupe de travail? C'est la question de la fracture numérique avec toutes ces questions de non-recours aux aides ici en l'occurrence, à la fois de non-demande, des personnes qui ont peur de demander parce que c'est complexe ou que c'est compliqué, mais aussi de non-accès, avec toutes des personnes qui font les demandes, qui sont pourtant éligibles et qui, pour une petite erreur de procédure, n'ont finalement pas accès aux primes à la rénovation. Voilà. Merci. Merci. En première instance, ce qui me frappe, c'est que dans les deux groupes de travail, on a parlé des mêmes choses souvent parce que beaucoup de mes doigts correspondent à vos remarques que François vient de lire. Dans le groupe de travail rénovation, les prêts à la rénovation, c'est qu'il y a déjà beaucoup d'initiatives. C'est positif pour rendre ces prêts pour le public le plus large possible. Mais il faudrait attirer l'attention sur le fait que les objectifs sont parfois trop peu ambitieux parce que ce sont les plus vulnérables qui n'utilisent pas ces possibilités. Rénover la maison pour ces groupes-là est un des nombreux problèmes auxquels ils sont tous les jours confrontés, ce qui fait que c'est beaucoup trop de paperasserie, etc. C'est trop complexe. Ce qui m'a frappé là-dedans, et François l'a déjà dit, qu'on habite de différentes manières. Et aujourd'hui, on parle beaucoup trop de vivre dans une maison comme une valeur sur le marché, mais il s'agit des conditions de vie de ces personnes, de leur toit au-dessus de la tête. Donc, d'un lieu pour être chez soi, c'est un facteur de la stabilité dans la vie et qui finalement l'est trop peu stable. Aujourd'hui, négatif, c'est la complexité énorme. Après les différentes présentations des différentes pratiques que nous avons entendues, c'est la première réaction que nous avons entendue du président. Quelle complexité! C'est finalement les arbres qui cachent la forêt. Quelle complexité! J'ai un chat dans la gorge, etc. Ce qu'on vous propose est lié à cela, cette complexité, c'est les arbres qui cachent la forêt, donc il faut un accompagnement non seulement technique, mais également social. Enlever le souci pour rendre possible ces rénovations à tous. Ce qui nous titille, je vais vous énoncer une des idées, c'est-à-dire pour obtenir des prêts à la rénovation, pas sur les bâtiments, mais sur les personnes pour que ces primes puissent durer plus longtemps, pour qu'ils puissent être accessibles pour plus de personnes. Il y a eu des bémols, mais voilà, donc ce qui nous titille. Oui, alors évidemment, notre groupe a des constats un petit peu similaires et en même temps pas toujours sur les mêmes doigts de la main, donc c'est intéressant. Dans mon groupe, donc, ce qui a été pointé justement comme point positif, c'est l'accompagnement de plusieurs initiatives. Donc un accompagnement vraiment des personnes pour qu'ils accèdent déjà à l'information par rapport aux rénovations de groupes et de leur quartier. Donc certaines initiatives avaient déployé des banderoles, on nous a parlé de porte-à-porte, il y avait un numéro vert. Donc aussi pour les personnes justement qui sont peut-être pas à l'aise avec le numérique, il y avait vraiment un effort qui était fait. Et aussi tout au long du trajet, pouvoir traduire les contrats dans la langue maternelle de la personne, avoir des personnes ressources. Aussi, on a parlé de la notion de voisin ambassadeur qui est peut-être plus pertinent ou qui fait moins peur pour répandre l'initiative et inciter des personnes à rentrer dans le projet.
Donc voilà, ça c'était plutôt positif dans notre groupe. Après, un point d'attention, c'est par rapport à ces rénovations de quartiers entiers, la crainte un petit peu de la gentrification et de l'impact sur les loyers. Donc il a été rappelé que tous ces projets de rénovation devaient être une enfin considérés comme, comme un moyen pour que les gens puissent vivre de manière plus digne et de manière plus confortable, mais pas comme une fin en soi. Et donc il y avait quand même une crainte de l'impact aussi sur les loyers pour les personnes qui sont locataires, ou très concrètement, imaginons un propriétaire qui passe dans le système d'une AIS, qui travaille de cette manière-là, parce que peut-être justement son appartement n'est pas très très accueillant ou vendeur sur le marché privé. Que se passe-t-il si son appartement tout d'un coup est super bien rénové? Peut-être qu'il voudra sortir de ce système de l'AIS, et au final l'impact pour les personnes en pauvreté du point de vue de l'accessibilité du logement sera plutôt négatif que positif. Alors, un point négatif, tout simplement, c'est la question du préfinancement. Donc tout ça est très très bien, mais si dans les initiatives il reste, si la prime est remboursée a posteriori et que la personne a dû avancer les frais, même si elle a contracté un prêt, etc., ça reste vraiment un point négatif. Donc il faudrait que les primes soient déjà intégrées dans le prêt. Donc comme quelqu'un disait, qu'on rembourse en fait 0 € par mois si ce sera remboursé à 100%. Donc ça c'est un point négatif, parce que sinon une personne qui n'a que 500 € sur son compte ou disponible, quoi qu'on fasse, elle ne sait pas participer. Alors, une recommandation, c'est de prendre des critères de salubrité et de sécurité en compte, et pas seulement des critères d'isolation quand on fait ce genre de projet et qu'on évalue le logement, puisque dans certaines initiatives, c'était très clair dans les maisons qui ont participé qu'il y avait des travaux qui étaient tout à fait prioritaires par rapport à l'isolation, et donc ça, c'est important. Alors qu'à l'inverse, il y avait parfois des travaux qui étaient presque obligatoires afin de satisfaire les réglementations, alors qu'on aurait peut-être pu s'en passer dans le cas particulier. Une chose qui titille, ça a été dit un petit peu comme ça, c'est la question un peu de la privatisation des coûts et des bénéfices, en disant que finalement, ces entreprises de ce secteur de la construction aujourd'hui est fragmenté en plein de petits indépendants sur un marché qui n'est pas régulé, et donc c'était un petit peu le fait que ça titille quand même d'aller mettre autant d'argent public dans ces mécanismes, sur un marché qui pourrait tout simplement, face à l'augmentation de la demande, tout simplement augmenter ses prix, et finalement que les primes ou la différence ne bénéficient pas aux personnes qui font les travaux, mais bien plutôt au marché et aux entreprises. Voilà. Oui, merci, bonjour. Donc au niveau du positif pour les communautés coopératives d'énergie, alors clairement ce qui ressortait, c'est que ce modèle peut constituer une solution, parce qu'il permet un accès à l'énergie renouvelable à des publics précaires qui soient bon marché, ou du moins bien moins cher que sur le marché commun. Autre chose qui ressortait de positif, c'est que ces expérimentations, qui sont souvent, en tout cas pour les communautés d'énergie, plutôt de l'ordre du projet pilote, elles incluent de base les ménages précaires. Il y a vraiment une volonté de mobiliser ces ménages, de les inclure dans les projets. Ça, c'était assez positif. Ce qui a attiré notre attention, c'est tout d'abord que les communautés d'énergie peuvent faire bien autre chose que de partager de l'énergie. Ce sont des communautés, donc elles peuvent aussi offrir d'autres services que ce partage d'énergie. Aussi, ce qui était intéressant, ce qui a attiré notre attention, c'est que ces communautés coopératives d'énergie, elles permettent aussi de se réapproprier l'énergie. Donc elles permettent à ces publics de se réapproprier l'énergie, mais aussi d'avoir une meilleure compréhension de ce que c'est l'énergie. Il y avait l'exemple des factures d'énergie. Ce qu'on trouvait plutôt négatif, c'est malgré cette volonté d'impliquer les publics, c'est que ça reste très très compliqué de les impliquer au final, de mobiliser ces publics, de toucher les ménages les plus précaires. Et donc c'est vraiment le gros défi de ces modèles, c'est d'atteindre ces fameux groupes cibles.
Voilà, donc il y a vraiment l'importance aussi pour que ça fonctionne, il faut aussi qu'il y ait une implication de ces publics. Il faut vraiment que ce soit une démarche bottom-up. Ce qui ressortait en termes de recommandations, c'est vraiment de coordonner tous les efforts, d'avoir une vision d'ensemble, une vision holistique. Il était proposé vraiment de faire le lien des ponts entre communauté d'énergie, mais aussi le secteur de la rénovation. Donc vraiment coordonner les efforts, ne pas saucissonner, c'est ce qu'on répète un peu partout. Et quelque chose qui titille, mais plutôt titillé de manière positive, c'est que en fait, les communautés d'énergie, les coopératives d'énergie, ça n'a pas qu'un aspect écologique ou économique, c'est aussi un aspect social très très fort, parce qu'il y a un aspect de cohésion sociale qui est important, qui est développé dans ces communautés. Voilà, entre autres. Merci beaucoup aux collègues. Et maintenant, on est arrivé à un deuxième keynote d'aujourd'hui de Quentin Jossen. Il se consacre depuis plus de 8 ans en tant que consultant chez Climact à l'accélération de la rénovation énergétique des bâtiments depuis l'échelle européenne avec des travaux pour la Commission européenne jusqu'à l'échelle de son quartier. Aujourd'hui, Associate Partner chez Climact, il est responsable de l'équipe de Climact qui soutient les acteurs publics et privés dans leurs actions vers un environnement bâti compatible avec les enjeux environnementaux. Après avoir soutenu les 3 régions sur leur stratégie à long terme de rénovation, il les accompagne ainsi que les villes telles que La Louvière, Namur, Anvers, Malines dans la conception et la mise en œuvre d'initiatives innovantes telles que la rénovation structurée à l'échelle des quartiers, les modèles d'accompagnement des ménages et les instruments de financement. C'est sur cette dernière thématique, le financement, que Quentin vient nous présenter ses perspectives sur la base des travaux menés pour la Société fédérale de participation et d'investissement. Merci Quentin pour déjà ta présentation. Bonjour à tous. Une porte avec 10 verrous, on peut ouvrir 9 verrous, elle ne s'ouvre toujours pas. Et donc ça me donne envie de vous partager aussi moi mes 5 doigts de la main. Ce que je trouve super positif, c'est la journée d'aujourd'hui. Bravo d'avoir rassemblé un écosystème comme ça si diversifié à travers les 3 régions du pays. Pour tout de suite passer à ce qui me titille, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir construire sur le potentiel de connexion, d'avoir les ponts que Vincent tu mentionnais juste avant. Ça c'est ce qui me titille. Sur le point d'attention que je vais vous partager juste là maintenant, c'est l'amplitude du défi. C'est colossal. Sur le point négatif, c'est la complexité qui reste, l'écart qu'il y a entre l'enjeu et puis les efforts qu'il me semble que l'on mène. Et puis ce que je vous propose ici, c'est quelques pistes de solutions sur certains de ces verrous. C'est vous qui avez les clés pour d'autres verrous. Je me réjouirai de discuter évidemment d'autres sujets à d'autres occasions. Donc ici, je suis Quentin Jossen de Climact. On a mené un travail avec Energinvest et Financité pour la SFPI sur l'accélération du financement de la rénovation du bâtiment résidentiel. Pour le formuler un petit peu différemment, c'est comment est-ce qu'on s'assure que la rénovation énergétique profonde soit accessible à tous. Si je commence par l'amplitude du défi, j'ai oublié de lancer mon chronomètre, on en a d'ici à 2050, mais aussi dès 2030. Donc 2050, on est censé parvenir à être au plus tard neutre en carbone, et puis le défi ne sera pas fini, puisque si on est neutre en 2050, il faudra être négatif derrière. Et on a des objectifs déjà de réduction d'ici à 2030. Les bâtiments jouent un rôle clé, et là à l'intérieur, une des règles, un des instruments politiques possibles, ce sont des obligations de rénovation. Certains disent c'est bon, d'autres disent c'est mauvais. Moi je dis c'est une voiture balai, c'est un effort minimum requis. Si on n'est même pas capable de faire ce trajet-là, alors c'est juste qu'on n'est pas sérieux avec les objectifs. Mais tout le défi, c'est d'avoir un ensemble cohérent de mesures qui s'assure que chacun peut s'y retrouver accompagné. On a fait l'exercice dans le cadre de ce travail de chiffrer, de voir combien ça coûte s'il faut amener l'ensemble des bâtiments en compatibilité avec, même si c'est discutable comme ça a déjà été fait dans certaines tables d'aujourd'hui, les niveaux PEB proposés dans les stratégies de rénovation long terme. On arrive à un petit peu moins de 400 milliards d'euros
pour le logement résidentiel à l'échelle de la Belgique. Et d'ici à 2030, là, on a quand même une grosse partie qui doit être faite avec 160 milliards. Évidemment, et super le chiffre que Mme Barthiaud nous a communiqué tout à l'heure, si on pouvait mettre ça un petit peu plus au-dessus, en fait, temps de retour sur investissement 2 ans et demi, ben alors allons-y. Évidemment, c'est un argument de choc. Et si on veut s'assurer que ce soit plutôt vertueux pour l'ensemble des défis socio-économiques, ben, il faut s'assurer que tout le monde y ait accès et que ce soit également au service de l'accès au logement décent pour tous, comme ça a été évoqué. Donc, chiffrage de ce financement, nous, la première partie qu'on a commencé à regarder, c'est donc quels sont ces calendriers d'obligations de rénovation. Et il y en a un petit peu deux types. Il y a un premier type qui sont des obligations d'ici à telle date. On s'attend à ce que les logements les moins performants doivent avoir été rénovés. Et puis progressivement, on renforce cela. On a un calendrier différent dans chaque région, une maturité politique de cette proposition différente dans chaque région. Par rapport aux dates butoirs, il y a uniquement en région bruxelloise que c'est déjà d'application. Les deux autres, ça fait partie des propositions des plans climat. De l'autre côté, l'autre type, c'est des obligations de rénovation après l'achat. Et donc là, c'est juste en Flandre que c'est déjà actif. C'est dans la proposition du plan climat wallon et ce n'est pas dans les cartons du côté bruxellois. C'est nous, sur cette base-là, qu'on a travaillé pour chiffrer les coûts des investissements et surtout savoir il faut arriver à faire combien dans les 7 prochaines années. Et on a regardé un horizon de 7 ans, un horizon de 10 ans, pour essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait impliquer, j'y reviendrai, le secteur, y compris privé, pour les financements. Et donc si on y arrive à suivre cette voiture balai, voilà la transformation du parc de logements résidentiels dans chacune des 3 régions au fil de l'eau. Et ça, je vais passer, ça va prendre un petit peu de temps. C'est sur base de ça qu'on a chiffré nos investissements. Ce que vous devez avoir en tête, c'est que dans les chiffres que moi je vous communique, et surtout l'échéance à un petit peu plus court terme, eh bien, on a pris ce qui figure dans les calendriers d'obligations. Et c'est un petit peu différent de ce qui figure comme objectif à long terme dans les stratégies de rénovation. Je le dis autrement. Par exemple, la stratégie de rénovation wallonne propose qu'on atteigne le label A d'ici 2050 pour l'ensemble des bâtiments. Ce n'est pas le label A en 2050 qui est obligatoire. C'est quelque chose d'un petit peu moins ambitieux. Et puis pour simplifier, évidemment, la définition de ce que ça veut dire une lettre est différente dans chacune des 3 régions. Donc, on fait l'exercice de chiffrage en tenant compte de ces différences. Donc, on doit, je vous le disais tout à l'heure, rénover l'ensemble des bâtiments. Ça fait 390 milliards d'euros d'ici 2050. Bon, ça, c'est les objectifs à long terme. Si on regarde ce qui figure en fait dans les calendriers d'obligations proposés, on est un petit peu moins ambitieux en performance. Donc, on est plutôt autour de 280 milliards d'euros à 2050. Et si on regarde le trajet, eh bien, en fait, d'ici les 10 prochaines années, c'est 160 milliards qu'il faut parvenir à activer. À l'intérieur de ça, dans le cadre de l'étude, on a distingué des rénovations qui vont se passer plutôt par étapes et une série de rénovations qui devraient se dérouler de manière plus ambitieuse si on veut atteindre les résultats climat d'ici à 2030. Donc le paquet noir, les Deep Renovations, là, on les évalue à 90 milliards d'euros d'investissement dans les 10 prochaines années. Et puis là, plus pour des raisons de qualité des données qu'on pouvait avoir à disposition, on s'est concentré sur les propriétaires occupants de moins de 65 ans. Et donc là, on est à 40 milliards. Et donc, je vous le partage juste pour que vous y retrouviez dans les chiffres de l'étude, dans les détails desquels je ne rentrerai pas. Mais donc ça, c'est la cible sur laquelle on a travaillé pour faire du chiffrage. Il y avait donc des travaux académiques qui ont montré à peu près un résultat similaire dans les 3 régions, qui disait que 40% des propriétaires occupants de moins de 65 ans ne sont pas en mesure de financer la rénovation complète de leur logement. 2 défis. D'un côté, s'assurer qu'en fait, chacun qui souhaite se mettre en compatibilité climat sache financer sa rénovation. Et deuxième défi, c'est le volume. Avec les chiffres que je vous ai montrés, c'est 10 milliards d'euros qu'il faudrait pouvoir faire circuler pour déclencher l'ensemble de ces rénovations-là. Ça, c'est les 2 défis. Donc, je disais accessibilité et échelle. Et donc là, c'est un schéma de 2 stratégies complémentaires probables. Tout en haut, ce que vous voyez, c'est une représentation schématique de la capacité de financement des ménages. On peut se l'imaginer comme la mensualité que chacun sait se permettre pour rembourser ses travaux. Il y a d'un côté ceux qui ont complètement assez, il y a de l'autre côté ceux qui n'ont pas du tout assez. Ceux qui sont tout à droite savent probablement financer avec les produits qui sont disponibles sur le marché auprès de leur banque.
Et puis, on a une partie, vous voyez plutôt à gauche, qui a accès à des solutions de crédit public. Et puis, il y a probablement un gap à gauche. Ceux qui savent, même avec les solutions publiques, ne savent pas financer leurs travaux. Et il y a probablement un gap au milieu, ceux qui n'ont pas vraiment ou auront peut-être moins accès à des solutions publiques, mais n'ont pas non plus accès aux solutions privées. Et donc, une stratégie, c'est de répondre à ces écarts avec les instruments de politique publique, avec des solutions de financement public. Et donc, de nouveau, j'ai mis 2 flèches. D'une part, parce qu'il faut avoir des solutions, et d'autre part, parce qu'il faut les avoir à l'échelle. Et par ailleurs, l'autre stratégie, c'est d'activer la finance privée, tant pour réduire les écarts que de nouveau pour avoir un effet d'échelle. Alors, de nouveau en préambule de ce que je vais vous montrer ou ce que vous lirez dans le cadre de cette étude, nous, ce qu'on a fait, ce qu'on a traité comme question de recherche, c'est comment est-ce qu'on peut parvenir à activer la finance privée, donc plutôt la partie du bas, en trouvant les collaborations entre public et privé. Clairement, ça coûtera moins cher de dire on paye tout pour tout le monde ou on active tout avec de la finance publique pour tout le monde. Mais le défi, c'est une question d'échelle, de volume. Et donc, partant du principe qu'on n'observe pas de motivation à amplifier de manière significative les budgets publics pour financer la rénovation, ici, la question de recherche, c'était quels pourraient être les leviers publics pour mieux activer la finance privée. Juste pour la cadrer, puisqu'évidemment, les réponses ont les limites de ce cadrage. On s'est concentré, nous, dans le cadre de l'étude, sur 2 instruments de financement et un schéma global pour les faire fonctionner. Ici, c'est un slide que vous ne trouvez pas dans l'étude, mais ici dans la présentation. On a envie de prendre un petit pas de recul et se demander quelles sont les pistes de solutions. Donc ça, c'était la partie annulaire de la proposition de réflexion. Qu'est-ce qu'on a comme piste ? La logique sur le slide, c'est de nouveau à droite, c'est schématique et ça a des limites, mais des solutions pour ceux qui ont les revenus peut-être plus élevés, et plutôt à gauche, ceux qui n'ont aucune capacité de financement. Quand on est plutôt à droite du schéma, le défi, c'est d'arriver notamment à limiter les coûts de financement. Donc, c'est d'avoir des taux réduits à travers des prêts hypothécaires verts, des prêts publics, avec des instruments de réduction des risques qui permettent de réduire les taux, et de limiter les coûts de transaction. Donc, il y a différentes manières de pouvoir limiter les coûts de transaction. Dans le cadre de l'étude, nous, on a pris un de ces instruments-là, qui sont des prêts hypothécaires à taux réduit, sur lesquels je reviendrai, avec des instruments de réduction de risque. L'autre partie, c'est d'étendre la durée de remboursement. Et donc là, il y a aussi toute une série de mécanismes qui sont possibles et qui n'ont pas été investigués dans le cadre de cette étude, notamment d'attacher le produit financier au bâtiment. Ça permet en fait d'avoir toute une série de personnes plus âgées qui n'ont pas accès à des produits à long terme, qui pourraient rembourser le temps qu'elles sont propriétaires du bien, et puis qui passeront le remboursement au prochain propriétaire. Et donc ça peut être soit attaché au compteur, soit attaché à la fiscalité du bâtiment, et ça se fait déjà dans certaines villes ou pays européens. L'autre, c'est plutôt une approche au format service, pour s'affranchir de certaines règles sur le crédit. Donc, je rénove ta maison et tu me payes une mensualité qui correspond au remboursement, avec le point d'attention que ça reste une charge mensuelle. Beaucoup d'initiatives qui vont dans ce sens-là cherchent à déclencher des rénovations qui se financent par les économies d'énergie. Aujourd'hui, on n'est pas du tout là. Avec les prix de l'énergie qui sont bas par rapport au coût de la rénovation, c'est plutôt une rémunération de service. Et finalement, on peut tenir compte des économies qui sont réalisées comme une partie de la capacité de financement, mais ça nécessite un peu d'agilité alors pour calibrer les durées de remboursement. Puis là, au milieu, il y a limiter la mensualité, si on a une durée définie. Et qu'est-ce qu'on peut activer là ? Eh bien, c'est, par exemple, et ça c'est le deuxième instrument qu'on a analysé dans le cadre de l'étude, c'est de limiter le remboursement à la charge d'intérêt. Donc, j'emprunte, je fais une grosse rénovation pour un logement, 100 000 €, eh bien, je vais payer 2% d'intérêt le temps que j'occupe le bien, et le jour où je revends, ou à une durée définie, je rembourserai le solde. Gros désavantage, c'est qu'on paye des intérêts sur un montant qui ne réduit pas par rapport au prêt que vous avez probablement pour votre emprunt hypothécaire, et donc le coût total de la solution financière reste quand même élevé. Néanmoins, il n'y a pas de potion magique, à chaque fois il y a un coût. Je vais un petit peu plus vers la gauche, et puis il y en a d'autres où probablement ils ne seront pas financés, même avec toutes les solutions qui sont partagées là à droite. Là,
on commence par reprendre le point subvention, en se disant les primes, jusqu'à aujourd'hui, c'était un incitant. Aujourd'hui, probablement, les primes, c'est plus un incitant. L'incitant, c'est maintenant le bâton, ça doit être le cadre d'obligation. Et les primes, ça devient des aides à l'investissement pour les ménages qui n'ont pas la capacité de le financer. Puis viennent des questions sur peut-être l'injustice qu'on peut avoir. Là, on parle, en fait, j'ai ma ligne avec les plus vulnérables qui sont à gauche, mais je reste dans la case propriétaire. Évidemment, peut-être plus à gauche, il y a aussi ceux qui n'ont pas la capacité de propriétaire. Et donc, il peut y avoir des réflexions sur la contrepartie publique qu'on a au fait de donner des primes. On pourrait très bien dire, en fait, en contrepartie de ta prime, moi, j'achète ton terrain, je sociabilise le sol et j'ai un meilleur contrôle. Et ça fait partie des instruments qui, je pense, sont à réfléchir par rapport aux discussions qu'on a eues sur le lien entre rénovation du bâti et accès au logement décent. Et donc là, j'ai sauté sur le dernier mot, qui est valoriser le foncier. Et donc il y a un projet à Bruxelles qui investit comment est-ce qu'on peut exploiter la transaction avec le rachat du sol après démembrement de la propriété entre le bâtiment et le sol pour pouvoir faire cela. Et il y a aussi une plus-value sur le bâtiment, avec pas mal d'incertitudes évidemment sur ce que ça génère, mais les chiffres de la Banque nationale de Belgique sont que entre un bâtiment passoire énergétique et un bâtiment performant, il y a 30% de différence de la valeur immobilière. Et donc on a quand même là, quand on tire sur la gauche là, et qu'on se demande oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ceux qui n'ont pas les moyens, eh bien on parle de 30% de la valeur ajoutée. Le coût de la rénovation coûte à peu près 30% de la valeur des biens. Le foncier, on parle d'autour de 20% de valeur du foncier par rapport à celle du bâtiment. Donc on est dans les bons ordres de grandeur. Et finalement, probablement qu'il y a des personnes qui ne sauront jamais se financer une rénovation. Et donc pour celles-là, il faut voir comment est-ce qu'on assure une offre de logement public, de logement social, des approches comme le bail à rénovation ou le transfert de propriété, soit-il temporaire ou de leasing, pour transférer à un autre gestionnaire la démarche de rénovation. Et évidemment, et ça a été mentionné dans un des groupes de travail ce matin, à côté des solutions de financement, il faut aussi travailler sur réduire les coûts, donc réduire les coûts par l'autorénovation, la rénovation collective, la standardisation. Ça, tout ce que je viens de vous montrer, c'est plein de solutions possibles pour une des pièces, le produit de financement qu'on offre aux ménages. Il y a d'autres pièces du puzzle qui sont nécessaires, puisque une fois qu'on a répondu à cette question, la question suivante, c'est « Ah ok, mais il vient d'où l'argent ?» Donc, quelles sont les sources de financement qu'on peut aller activer? Et donc, il y a différentes possibilités, j'en liste quelques-unes, ce n'est pas le message principal. Une fois qu'on a identifié ces sources, il faut se demander avec quel genre d'instrument je vais parvenir à canaliser ces sources, avec quel genre d'instrument je vais parvenir à rendre mon dispositif attractif par rapport à ces différentes sources, soit-elles publiques, privées, citoyennes. Et puis, je dois y voir clair sur quels seront les opérateurs qui vont faire le lien entre cet argent disponible et le produit que j'offre à mes ménages. Donc, c'est important de garder en tête qu'il y a ces différents éléments. Et le travail qu'on a fait ici pour la SFPI, c'était de réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on met derrière chacune des pièces de ce puzzle et comment on chiffre. Si j'ai besoin, au final, je vous avais montré que dans le petit échantillon qu'on a pris, on était autour de 40 milliards. Si j'ai besoin de 40 milliards là, j'ai besoin de combien d'euros sur chaque étage de ce puzzle pour y parvenir. Et le gros message aussi qu'on a eu dans le cadre du travail, où on a eu un processus de workshop avec les parties prenantes du côté financier et du côté des opérateurs de l'accompagnement à la rénovation, c'était ça ne va pas marcher sans accompagnement vraiment à la hauteur des besoins en termes de qualité de l'accompagnement et en termes de volume. Voilà, ce sont deux de mes 10 verrous sur la porte, mais vraiment deux importants. Ce n'est pas parce qu'on résout la question du financement que c'est résolu. Donc il faut avancer dans tout ça en arrivant à penser à l'échelle, même si on initie petit si c'est nécessaire, mais il va falloir rapidement, même si quand on initie petit, penser à l'accélération. Aussi, n'importe laquelle des solutions qui sont marquées sur ce slide, entre le jour où on dit « allez, on y va » et le jour où c'est prêt, il va se passer quelques années. Le message, c'est qu'on pense qu'il faut faire tourner plusieurs assiettes. Il faut un cocktail de solutions et il faut démarrer leur implémentation pour viser les différents publics. Ça, c'était plutôt la partie un petit peu générale. Et maintenant, je vais être un peu plus rapide pour rentrer dans moins de détails, mais vous donner un peu un aperçu de type de conclusion que vous trouvez dans l'étude. Et je me réjouis d'aller plus en détail si vous voulez, peut-être à un autre moment que maintenant. Donc, on a approfondi sur deux produits. Un produit qui est un prêt
à tempérament rénovation, qui aurait pour vertu de proposer des taux attractifs aux ménages. Et comment est-ce qu'on atteint ces taux attractifs? C'est en mettant en compétition les banques, en disant on va vous offrir un mécanisme de garantie. Donc ça signifie il y a une partie de tes pertes, chère banque, que je me propose de couvrir avec un fonds. Mais montre-moi un petit peu à quelles conditions toi tu proposerais de faire des crédits si moi je te mets ce mécanisme de garantie. Et donc ce qui a été fait en Irlande avec ce schéma-là, c'est de dire on veut autant de milliards, enfin c'était des millions là, on veut autant de millions, qui propose combien, et on va choisir les banques qui proposent les meilleures conditions pour remplir ce dispositif. Et l'autre schéma, c'est un prêt hypothécaire à terme fixe. Donc là, c'est inspiré du dispositif français qui est le prêt avance rénovation. Et là, c'est l'autre message, celui que je vous ai évoqué tout à l'heure. Je rembourse les intérêts pendant ma durée d'occupation. Et lorsque je revends mon bien, eh bien, c'est à ce moment-là que je vais, avec la plus-value que j'ai faite sur le bâtiment, je vais rembourser le capital lié à la rénovation. Les parties prenantes financières belges n'étaient pas vraiment en faveur de ça, et donc on a tourné vers quelque chose où il y a une durée fixe. Donc je m'attends à ce que tu rembourses dans 20 ans ou dans 30 ans. Et de nouveau, on a des mécanismes de garantie qui permettent de réduire le coût de la rénovation. Donc le type d'exercice qu'on a fait, et c'est chouette dans ce type d'audience où on a les trois régions, on a du local et on a le fédéral, c'était de dire il y a un rôle à chacun, enfin que chacun doit jouer. Au niveau de la région, au niveau des régions, le rôle qu'il peut y avoir, c'est de réduire la charge d'investissement à travers les dispositifs de primes qui ont notamment été discutés ce matin. On peut aussi contribuer à de la réduction du taux d'intérêt en ayant du subside qui va sur la couverture d'une partie de ce taux. Ensuite, les ménages, eux, peuvent participer au dispositif en contractant des prêts auprès des différentes banques qui participent. Donc ce que vous voyez au milieu, le rectangle bleu au milieu, c'est les banques qui sont sélectionnées dans le dispositif de mise en concurrence pour proposer des taux attractifs. Et à ces banques-là, on leur a dit, tu disposes d'un fonds de garantie qui permet de couvrir une partie de tes pertes. Et ce qui a été fait en Irlande et qu'on a reproposé aussi pour l'implémentation ici du mécanisme, c'est d'avoir une contrepartie, enfin une contre-garantie qui se fait encore à l'échelle européenne, puisque la BEI propose de jouer aussi un rôle pour couvrir une partie des pertes que la couche fédérale subirait. Donc, les messages ici, c'est on a des produits, il faut dimensionner des mécanismes qui permettent de réduire le risque, on a un des mécanismes qui sont les garanties, et on a un autre mécanisme, celui que je viens de mettre en chapeau, qui est du cofinancement. Donc il y a une partie qui est donc là je suis sur la partie tout à gauche de mon slide tout à l'heure, il y a une partie d'argent qui vient du privé, et il y a une partie d'argent qui vient du public. Et tout ça ne marche que si on a un cadre de dispositif d'accompagnement, le mot one-stop shop là, bien rodé, qui se déploie dans la juste amplitude pour accompagner les ménages et en fait proposer aux banques des dossiers qui sont bien instruits sur le plan technique, que la banque ne puisse se concentrer que sur l'instruction financière et ne doivent pas questionner le projet technique. Je suis à peu près au bout de mon temps. Ce que je voudrais encore que vous sachiez, c'est que les gros défis, donc, c'est comment est-ce qu'on dimensionne les différents instruments entre j'augmente mes subsides, j'ai des taux d'intérêt réduits, j'ai une durée de remboursement plus longue, excusez-moi. Ce qu'on a fait, ces petits bâtonnets que vous trouvez dans le rapport, c'est de voir en fonction de la modulation que je fais, quelle est la part des ménages que je peux mettre en capacité de financer. Donc tout à gauche, que vous voyez, premier bâtonnet, si nous on prend les coûts de la rénovation d'aujourd'hui, les conditions de financement de l'ordre plutôt de 5% de taux d'intérêt, donc il y a une sorte de mise à jour des hypothèses de l'étude qui concluait qu'il y a 40% des ménages qui ne savaient pas financer. Nous, notre conclusion, c'est qu'il y a 80% des ménages qui ne savent pas financer de la rénovation profonde. Et donc, ce qu'on a essayé, c'est de dimensionner les solutions pour essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait calibrer ça. Et le bâtonnet qui est notre recommandation, c'est celui-là au milieu, où on a un mélange de couches de garantie, couches de cofinancement, qui permet donc d'avoir au moins la moitié de la population qui peut avoir accès à ces mécanismes de financement-là et essayer de maximiser la quantité qui va plutôt sur la formule prêt à tempérament que la formule prêt hypothécaire qui est beaucoup plus chère. Donc ça, c'est l'approche avec laquelle on a poursuivi les travaux et je ne vais pas rentrer dans beaucoup plus de détails.
ce que vous devez savoir, c'est qu'on a donc chiffré chaque étage, donc c'est le chiffrage des différentes pièces de puzzle que je vous ai montré tout à l'heure. Ce que vous trouvez dans le rapport, si vous voulez voir plus de détails, eh bien c'est en plus de ces éléments-ci, c'est la feuille de route. Donc, quelles sont les prochaines étapes si on voulait aller vers l'implémentation? Je pense qu'il faut développer une feuille de route comme ça pour chacun des produits que je vous ai montrés sur le slide avec les différents produits financiers. Donc, finalement, si on pouvait se le permettre, financer avec du budget public la rénovation par du subside ou du prêt, c'est ce qu'il y a de moins cher. Si on n'est pas capable de le faire, il faut activer la finance privée. On a proposé un mécanisme global qui permet d'activer la région dans son rôle, les régions dans leur rôle, le niveau fédéral, le niveau européen. Et la suite, évidemment, c'est d'affiner les contours de ce type d'instrument. Dans les défis, on a dû travailler avec beaucoup d'hypothèses de travail qui sont documentées dans le rapport. Il faut absolument plus d'intelligence sur les données socio-techniques et socio-économiques des bâtiments et de la population que l'on veut accompagner dans sa rénovation. Il faut continuer de travailler sur les autres instruments financiers. Les dispositifs de primes doivent absolument être simplifiés et intégrés avec les dispositifs de financement. On n'avancera pas sans des initiatives d'accompagnement qui permettent de fournir de manière qualitative un déchargement de la démarche de rénovation pour les ménages et donc de fournir aux institutions financières publiques ou privées des dossiers qualitatifs rapidement. Et comme je disais tout à l'heure, le financement, c'est un des verrous. Il y en a plein d'autres. Merci beaucoup, Monsieur Jossen, pour cette présentation très intéressante. Ik denk ook dat het toch wel toont hoe dat we moeten proberen. Je pense que cela démontre comment il faut essayer pour réunir toutes les sources et acteurs. Mais là, je voudrais en toucher un mot de plus tard. On revient sur une séance avec 4 groupes de travail, comme on a eu ce matin. Je vais les parcourir tout d'abord. Il s'agit d'un premier groupe de travail, l'accompagnement à la rénovation. Ça a été abordé pendant le matin avec le président Olivier Gillis, observateur de la santé et du social de Bruxelles Capitale. Et ce groupe de travail aura lieu ici dans la salle Pollack. Ensuite, vous avez les groupes de travail 6 sur la thématique des aides pour l'utilisation d'appareils économes en énergie et en eau, sous la présidence de Colin Malo de la Fédération des CPS Wallons, qui aura lieu dans la salle de Miroir, au moins 2. Le groupe de travail 7 parlera des possibilités alternatives de financement pour la rénovation, avec la présidence de Christophe Madame de la Société fédérale de participation et d'investissement, qui aura lieu dans la salle Malbec. C'est la salle d'après, dans la salle Malbec. Ensuite, on en arrive au groupe de travail 8 sur les instruments légaux à la rénovation avec Tom Van Drom comme président de l'Université d'Anvers dans la petite salle Passage ici derrière cette salle Pollack. Donc, on a changé légèrement l'horaire. Donc, on donnerait maintenant l'occasion pour rapidement boire un verre, sinon on commence à klaxonner. Donc rapidement maintenant prendre une petite pause, j'insiste, qui est importante pour aller vers les groupes de travail. On se revoit à -15 avec un retour des collègues du service de lutte par rapport à la même manière de commentaire avec une petite conclusion. Donc à -15 on se retrouve ici. Donc il y a 4h moins 15, on se revoit ici. Maintenant on voudrait juste très vite boire un verre et puis partir dans les groupes de travail. Merci. Et à 15h45, on se retrouve ici.